Décidément, les maires écologistes font grand bruit en cette rentrée politique. C'est le cas de Grenoble, de Lyon ou encore de Bordeaux, où ça sent le sapin. Et oui, je l'ai dit, pas d'arbre de Noël géant sur la célèbre place. Décision de Pierre Urmic, ni de consultation avec les citoyens. Ça coûte tout de même 60 000 euros. Écoutez le sentiment de ces quelques Bordelais. Pitoyable. Je trouve ça pitoyable. Ça enlève le moral des gens sur Bordeaux. Voilà. J'ai entendu ça ce matin et je trouve que voilà, c'est pas une bonne décision. Il y a des limites à l'environnement et l'écologie. Je suis d'accord qu'on doit faire attention à notre planète. Maintenant, c'est une coutume quand même. C'est pas mal pour l'écologie, surtout que l'année dernière, avec le coup de vent, il s'est malheureusement effondré. Donc, bon. Oui, non, après c'est des arbres qui vont être coupés puisqu'ils sont cultivés pour ça, donc c'est pas tellement un problème d'arbres morts ou autre, c'est plus un problème festif. Arbre mort ou pas, les écolos ont-ils oublié la magie de Noël ? Non, mais ils ont oublié plus que ça. En fait, il y a beaucoup de gens. Alors bon, évidemment, la première réaction de tout le monde, c'est de rire à ce qui ressemble fortement à de la bêtise. Mais si on met ces décisions les unes à la suite des autres, ça commence à ressembler à une bêtise qui est un petit peu totalitaire et un petit peu inquiétante. Ouais, je vais juste revenir sur trois choses que des maires écolos ont décidé ces derniers temps. Donc pas seulement sur Bordeaux. Pas seulement sur Bordeaux, à Lyon, le maire qui s'appelle donc Grégory Doucet, le 8 septembre, il rompt tout simplement avec une tradition qui existe à Lyon depuis 1643, qui est le vœu des échevins. Et si en plus il s'était un peu penché sur l'histoire, à l'époque, donc ça se passe dans la basilique de Fourvière, qui est très connue à Lyon, et à l'époque c'était un vœu qui était fait à la Sainte Vierge parce que il y avait une épidémie de peste qui avait touché Lyon, et à l'époque une population qui avait une ferveur extrêmement populaire s'était adressée à Sainte Vierge. La peste se termine et donc commence un vœu. Et de tradition, tous les maires qui n'étaient pas tous des catholiques hystériques ont poursuivi cette tradition à travers les siècles où le maire se rend à la basilique de Fourvière pour renouveler ce vœu. Or, le maire arrive et dit, dans ma conception de la laïcité, c'est terminé. En fait, je laisse ça aux croyants, sachant que tous les Lyonnais participent de ce renouvellement des vœux. Et typiquement sur ce terrain-là, il dit, dans ma conception de la laïcité, bon, outre le fait que le lendemain matin, il posait la première pierre de la future mosquée de la ville et que là, apparemment, sa conception de la laïcité n'entrait pas en jeu. Outre ce fait-là, il y a une chose qui est précise, et pourquoi je disais c'est totalitaire, c'est que l'effacement de l'histoire, ça commence à devenir un tout petit peu inquiétant. Or là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit tout ce qui relève de la tradition catholique dans l'histoire de France, pour moi, ça relève de la laïcité. Donc je ne veux pas en entendre parler. Mais dans ces cas-là, on écrase 1500 ans de l'histoire de France. Donc ce n'est pas une question religieuse, c'est une question, là, pour le coup, culturelle. La deuxième chose, ce même maire nous explique, en parlant du Tour de France, alors ça a fait beaucoup plus parler, hein, mais il n'est pas acceptable. Donc il nous a dit que c'était macho et polluant. Donc là, encore une fois, oui. L'écologie à bon dos, parce que macho, je ne vois pas bien le rapport. Macho, c'est par rapport, bien sûr, aux hôtesses. Je sais bien, mais c'est pour vous dire que ça va beaucoup plus loin. Et la célèbre caravane du Tour qui rameute pas mal de gens sur les Exactement, et il nous dit il n'est plus acceptable d'avoir des grandes manifestations sportives dont la priorité n'est pas de se poser la question de leur empreinte. Mais alors, si la première priorité de tout dans nos vies, si la priorité du sport, ça doit être l'empreinte écologique, ça va devenir compliqué, parce que là, il parle quand même du Tour de France, qui est non seulement la manifestation probablement la plus populaire, mais en plus qui célèbre le vélo, dont ils sont tous absolument hystériques chez Europe Écologie Les Verts, donc je n'ose même pas imaginer ce qu'il va nous dire pour les courses de Formule 1. La deuxième chose, et après effectivement il y a cette question d'arbres morts. Alors il y a beaucoup de gens qui sont amusés sur les réseaux sociaux à lui dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre bureau ou le parquet de la mairie est également fait avec des arbres morts. C'est une manière amusante et en plus assez vraie de lui répondre. Mais au-delà de ça, là encore une fois, une phrase absolument magique, il nous dit ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. Mais il va peut-être falloir lui expliquer qu'un arbre de Noël n'est pas un projet de végétalisation, mais bien un projet pour Noël, pour célébrer la fête de Noël, qui est quand même un tout petit peu importante en France. Donc, je passe sur toutes ces mairies qui rebaptisent des mots, j'en ai noté juste une seule, c'est Éric Piolle, dont on parlait tout à l'heure à Grenoble, qui a rebaptisé son adjoint à la sécurité dans la mairie, qui l'a appelé adjointe à la tranquillité publique et au temps de la ville. C'est Orwell puissance 10 000. Et quand on commence à changer les mots, à effacer l'histoire ou à la réécrire, et en plus en le faisant sur le dos des libertés individuelles des gens dont on a la charge, ça commence fort à ressembler à quelque chose d'inquiétant. C'est nous les ringards ou ils vont trop loin ? Je pense que c'est eux les ringards. Vous savez, moi ce qui me met en colère, c'est que c'est des gens qui se disent de gauche et qui ont une déconnexion totale avec ce que pense et ce qu'aime le peuple. Parce que qu'y a-t-il de plus populaire
pareil, pardon, je parle d'Avignon, j'y ai vécu, c'est la ville que je connais. Moi, quand je voyais les gamins arriver, on faisait alors là, pour le coup, des gamins des quartiers qui étaient quasiment tous musulmans. Mais je peux vous dire que quand on faisait le repas de Noël au centre social avec le Père Noël qui se déguisait le sapin, ils étaient émerveillés. Et c'est des enfants de famille qui vont sans doute pas recevoir de cadeaux à Noël ou qui vont recevoir un cadeau modeste parce que voilà, vous êtes une mère de famille seule, vous en avez 3 ou 4, vous n'allez pas tous leur acheter un scooter, donc vous allez... Bon. Et il y avait ce petit moment festif, populaire, gratuit, et c'était bien, et c'était beau, et ils avaient eux aussi l'impression d'avoir vécu Noël et d'avoir quelque chose à raconter à la rentrée aux petits copains qui auraient aussi des choses à... Le Tour de France, c'est pareil. C'est quoi le Tour de France? Évidemment que c'est une manifestation sportive, mais c'est aussi des millions de Français qui préparent leurs déplacements sur les routes, au bord des départementales, qui arrivent avec leurs glacières pleines de bière et de sandwichs, et avec les petits, souvent des familles qui ne partent pas en vacances, et ça fait une sortie gratuite, populaire. En plus, ça met en valeur le patrimoine, parce que vous avez toujours un hélicoptère et des agriculteurs qui ont dessiné une figure. Alors en Corrèze, c'était Jacques Chirac, des agriculteurs avec du foin. Ils ont dit merci Jacques Chirac, vous avez l'hélicoptère, vous avez toujours une église, une cathédrale, une vallée à montrer. Et donc les gens, y compris qui ne sont pas sur le bord des routes, ils sont devant leur télé et ils regardent. Au-delà même de l'intérêt sportif en tant que tel, moi je vais vous dire, j'y comprends rien. Je regarde, j'y comprends rien. Le leader a été lâché, etc. Je n'y comprends rien. Mais j'aime bien regarder parce que je trouve ça beau, je trouve ça populaire et je trouve ça festif. Et donc, pour des gens de gauche... Ça fait sourire ou... Non, c'est anxiogène. Certains disent que c'est dangereux. Il y a une dérive ou pas? Il y a en tout cas... Et puis le prétexte, pardon, c'est quand même des hypocrites comme on n'en fait pas d'autres. Ils nous disent c'est macho parce que vous avez 2 hôtesses. Alors les mêmes. La maire de Rennes a dit moi je veux pas le recevoir, je veux pas voir les hôtesses. Et Twitter, qui parfois peut être génial dans ce genre d'affaires, autant qu'il peut être idiot dans d'autres, a sorti la même photo de la maire de Rennes avec des fillettes voilées de 8-9 ans devant elle dans une mosquée. Et donc là, manifestement, ça la dérange pas d'avoir un problème féministe. Par contre, des hôtesses voilées, ça la dérange. Les élus écolos, c'est pareil. Quand ils demandent des créneaux réservés aux femmes dans les piscines, là, le féminisme est beaucoup moins radical. Mais voir 2 hôtesses qui donnent un bouquet de fleurs aux gagnants de l'étape du jour, ça les dérange. Donc, c'est grave parce que, pardon, j'ai été trop long, mais j'en termine. Ça pose un problème. Est-ce qu'il existe encore dans ce pays, parce que j'entends par exemple le premier secrétaire du Parti Socialiste qui dit qu'il faut se ranger derrière les écologistes. Mais si la gauche veut redevenir une gauche populaire, renouer avec des traditions populaires, si elle continue ce genre de sortie, ce que dit Isabelle Saporta, qui est une écologiste, on ne peut pas le contester, qui dit une connerie par jour. Une connerie par jour, à la fin, ça fait 6%. Est-ce que c'est au maire d'insuffler sa concession de la citoyenneté? Vous parlez du maire de Lyon. Est-ce que c'est au maire d'insuffler sa conception? Non, mais que les maires en fait aient des idées et même des projets, etc. pour leur ville, je leur contesterai jamais. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est que sous couvert, alors ils ont plus assez de mots pour nous inventer des collaborations citoyennes, des démocraties participatives et citoyennes et je ne sais pas quoi. Et en fait, ils imposent clairement certaines décisions. Ça sort de plus en plus quand même dans la gestion de leur mairie et ils ont une forte tendance à vouloir, mais ils le disent eux-mêmes, à vouloir changer de modèle. Mais en fait, j'ai l'impression que changer de modèle, ça veut surtout dire changer de monde, faire un homme nouveau, effectivement. Et je reviens sur l'exemple parce qu'il est extrêmement intéressant, celui des hôtesses sur le Tour de France. C'est pas nouveau, hein, ça fait déjà quelques années que certains nous expliquent que c'est extrêmement, que c'est pas féministe, etc., qu'il faut qu'elles cessent. Ce sont les hôtesses elles-mêmes du Tour de France qui, quand même, a priori, ont un âge où elles peuvent exercer leur liberté et leur propre conception de la dignité qu'elles estiment ne pas bafouer et qui ont voulu défendre ce métier-là parce qu'elles l'aimaient, parce que c'est extrêmement populaire, parce que ça existe dans le Tour de France. S'ils veulent mettre, si le maire de Bordeaux a absolument envie qu'il y ait des hommes et qu'il rêve lui-même de devenir Pour le coup, c'est une femme et un homme maintenant. Qui propose sa candidature. C'est la parité, c'est Mais bien. ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que quand les hôtesses défendent elles-mêmes ce métier qu'elles ont envie de faire, il y a un côté quand même, on va vous expliquer le bien malgré vous et pour vous. Et je reprends la phrase parce que alors je la trouve incroyable aussi, Manon Aubry, alors qui est à la France Insoumise, mais qui a parlé devant les Verts cet été et qui dit cette phrase: défendre une limitation des libertés au nom du changement climatique n'est pas liberticide. Donc la guerre, c'est la paix, en fait.
Oui, je reviens à la politique, mais ça pose un vrai problème politique. C'est-à-dire qu'ils sont en train, alors qu'ils pourraient avoir un boulevard en réalité, s'ils étaient crédibles, sérieux, si les Français se disaient on va pouvoir leur confier la gestion du pays. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui, vu les délires qu'on entend, un ministre de l'Intérieur écologiste ou un ministre de la Défense en temps de guerre écologiste ou un ministre des Affaires étrangères écologiste? Personne ne l'imagine parce que dans les déclarations, alors qu'ils auraient pu précisément profiter de cet ancrage local dans de grandes villes, on n'est pas sur des villages, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Ils auraient pu profiter de cet ancrage local précisément pour montrer leur crédibilité, pour dire voilà, on a fait des laboratoires locaux de ce qu'on projette de faire au niveau national. Nous avons été sérieux, nous avons été crédibles. Et on a quoi? On a des gens qui sont contre le Tour de France, contre les lignes à grande vitesse, les LGV, contre les sapins de Noël, contre les vaccins, contre la 5G, contre les voitures, contre les avions, contre les aéroports, contre la patrouille de France, contre les défilés militaires. Enfin bref, ils sont contre tout. Avant, on avait « il est interdit d'interdire ». Maintenant, c'est « il faut tout interdire ». Et je trouve le mot de Marlène Schiappa assez juste quand elle dit « c'est des rabat-joie ». Mais en réalité, c'est ça. Parce que le défilé militaire, le Tour de France, le sapin de Noël, c'est des moments populaires, c'est des moments qui mettent en valeur l'histoire de notre pays, nos principes, nos valeurs. C'est des moments que des gens modestes aiment et auxquels ils aiment participer. Et là, franchement, ils sont en train de tout ruiner. Et des moments, par ailleurs, autour desquels la France entière se rassemble de manière très naturelle et ça peut que nous faire du bien en ce moment. Mais moi, j'aimerais, je dis juste un mot là-dessus, j'ai entendu effectivement Marlène Schiappa, elle a raison sur le constat, mais j'aimerais qu'il ne soit que rabat-joie. Le problème, c'est que ce qu'on est en train de découvrir et ce qui était assez lisible quand on lisait dans le fond leur projet, même leur prise de position sur certains sujets, c'est qu'ils sont beaucoup moins intéressés par la nature qui était le véritable levier de leur succès électoral. Cette question de l'écologie réelle, c'était le levier de leur succès et en réalité on se retrouve avec l'extrême gauche de toujours qu'on pensait avoir vu disparaître ces dernières années. Il nous reste 4 petites minutes, on prend la direction des États-Unis. Les longs métrages qui espèrent décrocher les très convoités prix du meilleur film aux Oscars sera bientôt soumis à des règles strictes de diversité en mettant par exemple à l'affiche au moins un acteur principal issu de minorités. Beaucoup de réactions aux États-Unis, mais également en France, notamment Claude Lelouch qui dit qu'on cherche à réglementer la liberté. D'accord ou pas d'accord? Ah bah totalement d'accord avec lui. Et alors là, en plus, quand c'est sur le terrain du cinéma et donc de la fiction, parce que dans les critères, vous savez, il faudra qu'il y en ait 2 sur 4 qui soient respectés. Donc c'est soit mettre... Et ça peut être en coulisses aussi, hein. C'est pas forcément à l'écran. Ça peut être effectivement des personnes dans les... Bon, je les ai notés. Hein. Le premier, l'acteur principal issu de minorités ethniques ou raciales. 30% des petits rôles issus de communautés sous-représentées, parmi lesquelles il y a donc les LGBT, les handicapés et les femmes, parce que c'est bien connu que c'est pas du tout la moitié de l'humanité. Les femmes, c'est une communauté sous-représentée, formidable. Ou alors que ces questions-là, à savoir les minorités ethniques, raciales, sexuelles, etc., soient le thème principal du film. Et après, vous avez effectivement dans l'équipe dirigeante, dans les équipes techniques, des personnes issues des minorités, proposer des stages à ces personnes issues des minorités, mais il faudra en avoir 2 sur 3. Donc ça revient quand même qu'un film pourra être primé, non pas sur l'histoire qu'il raconte, non pas sur le génie esthétique, le génie des acteurs, etc., mais bien sur une répartition. J'appelle ça, en fait, à la fin, du séparatisme organisé. Je m'explique. On nous explique que la fin du séparatisme, c'est quand, enfin, autour d'un projet commun, autour de valeurs, de principes, nous nous retrouvons au-delà de ce que nous ne choisissons pas, c'est-à-dire de ce que nous sommes, notamment d'apparence. Donc c'est le projet qui a l'air commun pour tout le monde. Et en fait, pour parvenir à ça, on nous réduit tous à nos apparences physiques, à nos données sexuelles, le handicap, etc., ou même homme ou femme. On nous réduit à ça et on ne considère qu'on ne peut être représenté que par une personne qui est exactement similaire à nous. C'est ce qui nous attend dans 15 ou 20 ans ? Et alors moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on pourrait se dire finalement, vu l'histoire des États-Unis et leur obsession sur ces sujets-là, et leur obsession pour le coup qui historiquement s'explique infiniment mieux que chez nous, on pourrait se dire ça va rester aux États-Unis. Sauf que on a quand même une cérémonie des Césars il y a quelques mois pendant lesquelles une actrice, Aïssa Maïga pour ne pas la nommer, a compté les Noirs dans la salle. Donc effectivement, exactement sur ce principe-là. Et peut-être encore plus inquiétant et plus récent, on a récemment une actrice, Marina Foïs, qui se fait prendre à partie sur un plateau de télévision par des gens qui lui expliquent que ce qui est mis en scène dans le film dans lequel elle joue est passible de 2 ans d'emprisonnement. Alors pardon, mais si le cinéma ne doit plus jamais représenter quelque chose d'illégal, on va se faire chier, hein, pour le dire très simplement, quoi. Oui, c'est le risque de se faire chier, effectivement. Il y a une dérive.
c'est quand même le cinéma, la culture en général, parce qu'on peut élargir à toutes les questions d'appropriation culturelle, tous ces sujets-là, c'est quand même, ça reste de la fiction. Ça reste représenter des réalités, ou voire les exagérer, ou voire les inventer. Mais ce n'est que du cinéma. Et donc, c'est une logique totalement absurde où on va soumettre l'art, la culture à la morale. Mais sauf que l'art et la culture n'ont pas à se soumettre à la morale. Il peut y avoir des scènes immorales dans le cinéma. Il doit y avoir des scènes immorales parce que ça traduit la vie. Il peut y avoir des scènes de violence. Il peut y avoir... c'est des journalistes qui, à partir de cette polémique, en sont arrivés à la conclusion que des films, par exemple, comme Titanic, n'auraient pas pu être oscarisés. Voilà, parce que ils ont regardé effectivement dans le Titanic. Oui. Dans le Titanic à l'époque, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas d'handicapés, il y avait. Et donc il n'y avait pas de directeur photo issu de la diversité, il n'y avait pas de. Voilà, il y avait et Steven Spielberg n'était pas noir. Mais est-ce que ça ne rend pas le film beau à regarder? Ça a été un des plus gros succès du cinéma mondial. Indiana Jones, c'est pareil. Il n'y avait pas suffisamment de quotas. Donc moi, qu'on soumette par exemple le fait qu'il y ait dans des entreprises l'obligation d'avoir, par exemple dans les entreprises françaises, l'obligation d'avoir 6% de personnes en situation de handicap à partir de 20 salariés, ça ne me dérange pas qu'on applique des quotas parce qu'effectivement, quand vous avez des personnes qui sont exclues du marché de l'emploi en raison de ce qu'ils sont, ça peut être en raison parfois de leur couleur de peau, d'une situation de santé physique, qu'on puisse imposer des règles et punir ceux qui ne les respectent pas, d'accord. Mais de grâce, le cinéma, ça n'a pas à être soumis, et l'art en général n'a pas à être soumis à ces règles-là. Et il faut faire attention. Effectivement, les États-Unis ont une histoire différente de la nôtre sur les questions raciales, mais en France, on voit bien qu'il y a cette tentation qui est en train d'arriver. La question des quotas va revenir comme un boomerang en France ? C'est ça le problème. Bon, moi, les quotas, je supporte pas l'idée. En fait, je vois bien que parfois, pour le coup, par pragmatisme, on se dise voilà, il faut un peu pousser les choses. Mais en fait, l'idée, je vais prendre mon exemple personnel, l'idée d'être là parce que je suis une femme plutôt que parce que j'ai des choses a priori à dire, mais absolument insupportable. Or là, on voit que ça n'est que ça. On prend et en fait, c'est tellement flagrant sur le milieu, sur le terrain du cinéma et de la récompense. Avoir un Oscar, c'est pour la magie du film. Or, enfin, la beauté du film, le côté génial, le jeu des acteurs. Et là, on va rendre un Oscar parce qu'il y aura une personne comme ça ici, une personne comme ça là, etc. Enfin, c'est la fin. En fait, là où c'est quand même les manias américains savent déjà comment ils vont contourner tout ça, en fait. Ils ont expliqué que vous allez prendre tel stagiaire formé, rémunéré. Mais ça c'est l'apothéose de l'hypocrisie. Vous savez, c'est exactement comme au moment du mouvement Black Lives Matter, où on a vu toutes les multinationales qui traitent avec tous les pays sans jamais se soucier du prix, de savoir si des enfants travaillent, etc. Il y a énormément d'histoires qui sont sorties, mais ils n'avaient pas de mots assez forts pour condamner, pour s'associer au mouvement planétaire. Donc ça, que les géants... d'un célèbre équipementier. Qui est, pour ne pas le nommer, par exemple, mais même une célèbre plateforme qui livre des repas à domicile, n'est-ce pas, et qui nous a fait tout un sketch, alors que clairement, ils ont quasiment rétabli l'esclavage dans leur manière de gérer leur personnel. Donc d'abord, il y a effectivement cette question de la morale, ou plutôt d'une espèce de moraline ultra subventionnée de gens qui expliquent du matin au soir combien leur vertu est grande, mais il y a aussi une entreprise idéologique évidente. Quand on vous dit, soit vous embauchez ces gens-là, soit c'est le sujet de votre film. Non mais... Déjà, ça veut dire que c'est la même chose. Donc, c'est pas tellement l'embauche de ces gens-là qui les intéresse. C'est l'idéologie diversitaire, on va dire, qui est déjà en plus assez prégnante dans ces milieux-là et qui va nous être imposée. Or, un cinéma à qui on impose des critères idéologiques ou politiques pour réussir, c'est pas très rassurant, en fait. Moi, je connais beaucoup de gens